Le forum Solidarité pour l'eau dans les pays du bassin du Niger s'est ouvert ce matin à Bamako. Les chefs d'État du Tchad, du Niger, du Burkina Faso et du Mali y ont pris part. La rencontre devra appeler à une mobilisation en faveur du droit à l'eau et promouvoir des financements innovants. La journée mondiale du lavage des mains au savon a été célébrée ce jour 17 octobre au Mali. C'était au champ hippique de Bamako, une journée pour promouvoir le lavage des mains au savon et mettre l'accent sur le traitement de l'eau. L'hôpital de Kati vient de tester des stimulateurs pour traiter les insuffisances cardiaques. C'est une première pour cet hôpital qui compte ajouter ce type d'opération à la liste de ses activités. Les détails en fin de journal dans Focus Santé. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue à cette édition. Les travaux du Forum international Solidarité pour le bassin du Niger ont débuté ce matin au Centre international de conférence de Bamako. Parmi les objectifs de cette rencontre figure la promotion des financements innovants dédiés à l'accès à l'eau, entre autres. La cérémonie d'ouverture était placée sous la coprésidence des chefs d'État du Tchad, du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Le reportage Amadou Sankaré. Idriss Déby Itno du Tchad, Mahamadou Issoufou du Niger, Blaise Compaoré du Burkina Faso et Amadou Toumani Touré du Mali, tous ensemble pour une même cause. Il s'agit de la sauvegarde du bassin du Niger qui couvre 9 États d'Afrique de l'Ouest avec une superficie d'environ 2 100 000 km². 7 ans après la conférence de Paris qui a abouti à l'adoption d'un processus de vision partagée pour le développement du bassin du Niger, les pays riverains du Niger se retrouvent à Bamako pour faire un bilan d'étape. Il n'y aura pas de développement durable de l'eau sans un partage équitable de l'eau. Et nous allons devoir consommer mieux et gaspiller moins. En quelque sorte, nous devons faire cesser cette souffrance de l'eau que connaissent des centaines de millions d'êtres humains sur la planète. Rivière des rivières, le fleuve Niger représente, en effet, une chance exceptionnelle pour les 9 pays qu'il irrigue. C'est autour de lui que se nouera leur destin commun. L'urgence, aujourd'hui, est de donner une traduction concrète au droit à l'eau, consacré, voici 1 an, par les Nations Unies, au rang des droits humains inaliénables. Avec d'énormes potentialités agricoles, piscicoles et hydroélectriques, le fleuve Niger constitue une source vitale pour plus de 110 millions de personnes, d'où l'urgence d'intervenir devant l'ampleur des défis liés au changement climatique et à la pression démographique. Je dirais que chacun de nos pays a le devoir, en fait, disons, de faire des programmes, non seulement des programmes, mais de consacrer une partie importante de son budget annuel pour soutenir les programmes nationaux, en plus de ce que nous demandons à nos amis de pays comme organisation. Nous devrions faire l'effort et nous devrions être au centre de l'action nous-mêmes, mais pas les autres. La Fondation Chirac a beaucoup fait depuis 2004 dans la sensibilisation. La France a beaucoup fait. Il y a plus de discours, plus de débats. Il faut des actions. Marseille doit être le point de départ de l'appropriation par les 9 pays africains du destin de l'ABN. Les conclusions de ce forum, qui s'intègrent dans le processus régional africain de préparation du 6e Forum mondial de l'eau, seront présentées à Marseille en mars 2012 comme contribution des pays membres du bassin du Niger. Le président de la République, Amadou Toumani Touré, dans son discours d'ouverture de ce forum, a tenu à saluer les efforts de la Fondation Chirac qui co-organise avec le gouvernement du Mali la présente rencontre. Pour le chef de l'État, le bassin du fleuve Niger constitue l'épine dorsale de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. De ce fait, il mérite une attention toute particulière. Écoutons Amadou Toumani Touré. Ses propos sont recueillis par Amadou Sankaré.
J'exprime à la Fondation Chirac, en leur nom, toute notre reconnaissance pour le choix porté sur Bamako, pour accueillir cette rencontre qui marque une étape décisive dans la préparation du 6e Forum mondial de l'eau prévu à Marseille en mars 2012. C'est aussi le lieu de renouveler notre amitié à Jacques Chirac. Nous sommes donc au cœur d'un sujet qui a une résonance particulière pour chacun de nous et dont les enjeux n'échappent à personne. Enjeux écologiques et sanitaires, articulés autour de la qualité de la ressource. Enjeux économiques. L'eau est un facteur essentiel de production et un vecteur d'échange en tant que voie de communication. Mais aussi, enjeux sociaux et politiques liés à la gestion de l'eau, notamment dans celle des bassins transfrontaliers. Le bassin du fleuve Niger condense toutes ces problématiques et l'expérience des pays riverains peut avantageusement enrichir les débats au prochain Forum mondial de l'eau à Marseille. Permettez, mesdames et messieurs, que je vous parle de ce fleuve avec le mot du cœur sous la forme d'un témoignage. Ce témoignage, j'aurais pu sans aucune prétention, je n'ai pas cette qualité d'ailleurs, l'intituler « Le fleuve Niger et moi ». En vous parlant de moi, je parle de tous ces enfants qui sont nés sur le bord de ce grand cours d'eau. Comme eux, je suis né au bord de ce grand fleuve. Une de ces îles, une île de ce fleuve Niger, abrite le cimetière de mon village, où reposent mes grands-parents, aussi bien que mon père. C'est là que je me suis éveillé à la vie, aux joies de l'adolescence, en apprenant à nager dans ce fleuve, à pêcher dans ce fleuve, à chasser aussi dans ce fleuve, à récolter du riz, à naviguer au bord d'une pirogue. Ma ville natale, Mopti, communément appelée la Vénus du Mali, existe par ce fleuve. Vous comprendrez dès lors que l'aménagement du bassin, en particulier, et celui du cours principal, a toujours été au centre des préoccupations des autorités soudanaises d'hier et maliennes d'aujourd'hui. Cet effort national a trouvé son prolongement dans la coopération entre nos États depuis leur accession à l'indépendance. La mise en place de l'autorité du bassin du Niger en 1997 à N'Djamena, au Tchad, nous a permis de nous doter d'un cadre en vue de promouvoir une vision partagée de la gestion du fleuve. Nous avons plus que jamais besoin de cette solidarité pour conjurer le péril écologique qui guette le fleuve malheureusement aujourd'hui. Après l'ouverture du forum, les chefs d'État ou leurs représentants des 9 pays riverains du fleuve Niger se sont réunis. C'était pour discuter sur les objectifs du forum Solidarité organisé en prélude au 6e forum mondial de l'eau qui sera organisé en mars 2012 à Marseille en France. Le compte-rendu des travaux avec Mahamadou Doumbia. Mettre en lumière et promouvoir des solutions opérationnelles dans le cadre de la coopération décentralisée et des actions exemplaires et répondant aux défis de l'accès à l'eau et de l'environnement, rappeler l'importance d'une mobilisation accrue de l'autorité du bassin du Niger, promouvoir des financements innovants dédiés à l'accès à l'eau, accompagner les pays de la région dans le processus de ratification des conventions des Nations Unies sur les cours d'eau internationaux. Ce sont sur ces objectifs que les chefs d'État ou représentants des 9 pays riverains du fleuve Niger ont discuté au cours des travaux. Nous avons à faire face à des défis. Il y a d'abord le défi du changement climatique avec la fréquence des phénomènes extrêmes comme la sécheresse, les inondations. Il y a le défi également de la pression démographique qui met la pression également sur les ressources naturelles. Face à ces défis, nous avons mis en place un certain nombre de solutions. Il y a eu d'abord la vision partagée 2002-2008 que l'ABN a eu à mettre en œuvre. Il y a eu également la déclaration de Paris de 2004. Nous avons eu à élaborer le plan d'action de développement durable du bassin du Niger. Nous avons également le programme d'investissement à l'horizon 2007
Enfin, nous avions eu à adopter également la charte de l'eau du bassin du Niger. Au dire du président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, et selon la représentante du président Goodluck Jonathan du Nigeria, les pays riverains du fleuve Niger doivent se donner la main et travailler ensemble pour un développement durable des ressources en eau et lutter contre les maladies hydriques. L'eau est une ressource vitale pour les sociétés humaines, pour entretenir la vie, pour entretenir la santé, pour développer l'économie, produire l'électricité, et que cette denrée aujourd'hui est très rare, surtout pour nous du Sahel. Et nous sommes venus pour bien sûr réaffirmer notre prise de conscience, mais aussi nous engager à mieux maîtriser l'eau à travers des politiques concertées, à travers aussi le respect des engagements internationaux que nous avons pris, et aussi en mobilisant les populations autour de l'eau. Il faut construire des infrastructures hydrauliques et nous avons besoin de retenues d'eau, de forages à faire, des barrages. Mais il s'agit surtout d'éduquer aussi les populations, car aujourd'hui la rareté de l'eau, c'est aussi à partir des abus qu'on fait sur l'eau. Et donc il est de l'intérêt des populations, même en ayant des ouvrages, qu'elles puissent entretenir ces ouvrages, mais surtout qu'elles puissent utiliser l'eau de façon à ne pas abuser d'elle. Et dans la mouvance du Forum Solidarité, le président de la République, Amadou Toumani Touré, a offert un déjeuner à ses hôtes au parc national de Bamako. Autour de la table, les discussions se poursuivirent, notamment sur le financement des projets et programmes pour la préservation du fleuve, dont le coût est estimé à plus de 600 milliards de francs CFA. Youssouf Diakité. C'est un parc national aménagé aujourd'hui à la hauteur de l'événement qui a accueilli les chefs d'État et de gouvernement pour le déjeuner offert à la faveur du Forum Solidarité pour l'eau. Transporté de la salle du Centre international de conférences de Bamako, les débats ont continué autour de la table. Là également, l'on a abordé les questions liées au financement des projets et programmes relatifs à la protection du fleuve Niger. Il y a plusieurs programmes. L'ABN a un programme quinquennal. Elle a aussi un programme qui s'étale jusqu'à l'an 2027. Et je crois qu'il y a une enveloppe de 600 milliards de francs CFA qui doivent faire l'objet d'une répartition judicieuse entre les différents volets du programme. Et le programme quinquennal prioritaire va permettre de décliner ces différents types de projets sur une base quinquennale. Et nous avons bon espoir qu'à la faveur du Forum de Marseille, mais aussi à la faveur des engagements importants qui seront pris par les gouvernements des partenaires au développement en faveur de l'eau, nous parviendrons à assurer une base financière plus conséquente pour l'aménagement de ce bassin qui nous est tout cher. Le fleuve Niger est au cœur de nos ambitions de développement. C'est ce qu'a expliqué le président Amadou Toumani Touré. Là, il faut préciser que moins de 40% des populations du bassin du Niger ont accès à l'eau potable. Et pourtant, plus de 250 millions de personnes vivent directement de ce fleuve. Se penchant sur les conséquences des changements climatiques, les chefs d'État présents à ce déjeuner estiment que les changements climatiques ne prennent pas seulement nos pâturages, nos productions, nos fleuves, mais les changements climatiques nous dépossèdent même de nos mythes. Une invitation collective à une prise de conscience par nos États de la dégradation des ressources en eau. Pour joindre l'utile à l'agréable, une petite promenade touristique était nécessaire, histoire de contempler le parc national avec toutes ses commodités, comme aime le dire le président de la République, Amadou Toumani Touré. Voilà, et juste après le déjeuner et la promenade, les chefs d'État ont quitté notre pays et c'est le président tchadien Idriss Déby Itno qui a quitté Bamako le premier. Il a été accompagné à l'aéroport par le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, le général Kafougouna Koné. Idriss Déby Itno et sa délégation sont donc partis direction le Tchad.
C'était donc cet après-midi à l'aéroport international Bamako-Sénou. Et 1 heure après le départ du président tchadien, c'était au tour du président burkinabé Blaise Compaoré de quitter Bamako pour Ouagadougou. Il a été accompagné à l'aéroport par le chef de l'État malien. Départ donc du président burkinabé vers Ouagadougou. Le président de la République, Amadou Toumani Touré, a ensuite accompagné le président nigérien, Mahamadou Issoufou, qui a été le dernier chef d'État à quitter notre pays pour Niamey au Niger. Voilà donc les chefs d'État qui ont participé aux travaux du Forum international Solidarité pour le bassin du Niger, ont regagné leurs capitales respectives. À présent, retour sur les activités d'hier du président de la République. Amadou Toumani Touré a reçu hier soir en audience le ministre français de la coopération internationale. Avec le chef de l'État, Henri de Rincourt, a évoqué les questions liées aux journées franco-maliennes et au forum sur l'eau. Il donne plus de précisions au micro de Youssouf Dakité. J'ai le plaisir de venir à Bamako pour 2 événements très importants. D'abord les premières journées franco-maliennes à l'initiative de Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Mali. Et donc c'est 2 journées de travail intense et particulièrement intéressantes sur tous les sujets. Et deuxièmement, dans le cadre des activités de la Fondation Chirac, va se tenir un colloque sur l'eau, afin de préparer le Forum mondial de l'eau qui va se dérouler en France au printemps 2012. Et c'est la ville de Bamako qui a été choisie par le président Chirac pour organiser cet événement. Le choix de Bamako parce que le président Chirac a considéré que Bamako était tout indiqué compte tenu des ambitions qui sont celles de tous les organisateurs du Forum mondial de l'eau. Je rappelle, c'est à peu près 25 000 personnes qui se déplacent pour assister à un Forum mondial de l'eau. Compte tenu des efforts qui sont ici accomplis pour assurer l'adduction d'eau maximum de la population, c'était une forme de reconnaissance et d'encouragement, et puis aussi beaucoup de compétences sur le terrain. Les rideaux sont donc tombés hier sur les journées franco-maliennes. Première du genre, ces journées ont été initiées afin de faire découvrir des facettes insuffisamment explorées des liens des 2 pays et indiquer des pistes riches et nouvelles. Reportage Adam Sissoko. Créée pour affermir les relations entre Maliens et Français, cette première édition a pris fin par des notes de satisfaction. Pendant 2 jours, les responsables de la diplomatie malienne et française ont célébré leur coopération à travers conférences, ateliers de lecture, d'écriture et autres manifestations artistiques et culturelles. Les 2 parties ont donc mis cette soirée à profit pour réitérer leur engagement à consolider leurs liens d'amitié. Le Mali et la France sont en effet des terres de vieille civilisation et de culture éprouvée. Je n'en suis donc que plus à l'aise pour saluer la solidité des liens d'amitié qui unissent nos 2 pays. C'est une amitié qui révèle justement sa force par la capacité que nous avons toujours eue de nous expliquer sur nos divergences et de faire nos différences des motifs d'estime mutuelle. Les liens d'amitié entre le Mali et la France ne datent pas d'aujourd'hui. Ces liens s'élargissent de jour en jour dans des domaines comme l'éducation, la formation, l'eau, la santé entre autres. Après une première initiative réussie, les 2 parties souhaitent la pérenniser. C'est une initiative très heureuse qui va contribuer en organisant les années suivantes ces journées franco-maliennes à renforcer sans cesse nos liens et en particulier, je crois, les dédier à la jeunesse. C'est une première expérience. Nous considérons qu'elle est très réussie et qu'elle mérite d'être poursuivie. 5 jeunes stylistes invités ont saisi l'occasion pour présenter au public leur collection. Le style et la qualité des tenues leur ont permis d'être retenus au concours d'Aoulaba. Des artistes de renommée se sont aussi succédés sur la scène avec leurs titres phares pour agrémenter la soirée. Et ce passage de Fagnon comme pour présager de bons auspices pour l'édition prochaine.
Voilà une belle soirée. La journée mondiale du lavage des mains au savon a été célébrée le 15 octobre dernier, mais c'est aujourd'hui que les festivités se sont déroulées ici au Mali, plus précisément au champ hippique de Bamako, c'est en commune 2. Le thème retenu cette année est la promotion des pratiques d'hygiène à grand impact pour la réduction des maladies diarrhéiques. En plus de la promotion du lavage des mains au savon, les agents de santé mettent l'accent sur le traitement de l'eau avec le comprimé Aquataps. Sira Bachili était au champ hippique. Voici son reportage. Grande mobilisation pour des mesures à grands impacts, le lavage des mains au savon et la bonne conservation de l'eau. Des gestes simples qui sauvent des vies car réduisant de 2/3 le nombre de décès des enfants. Puisqu'ils sont les principaux concernés, les enfants ont massivement répondu à l'appel des responsables de la santé à qui l'occasion s'est présentée pour faire passer ce message. Se laver les mains au savon à des moments critiques, traiter et bien conserver l'eau de boisson, et éliminer de manière sûre les excrétas sont des pratiques simples, banales même, mais très significatives et très efficaces dans la prévention des maladies diarrhéiques. À la maison comme à l'école, nous devons d'enseigner à nos enfants les risques susceptibles d'affecter leur santé et la nécessité d'adopter les bonnes pratiques d'hygiène pour la préservation et aussi les promouvoir au sein de leur communauté. Tous nos efforts doivent tendre à faire observer ces pratiques de manière à protéger la population, en particulier les enfants, qui constituent le groupe le plus vulnérable aux maladies diarrhéiques. Les mamans sont donc vivement sollicitées. À la promotion du lavage des mains au savon s'ajoute pour cette édition 2011 le traitement de l'eau avec le médicament Aquataps. Des mesures que les responsables de la santé ne cessent de rappeler aux populations pour lutter contre les maladies diarrhéiques, même si beaucoup d'actions ont déjà été entreprises. La promotion du lavage des mains au savon, la promotion de l'hygiène et de l'assainissement dans les écoles et les communautés, les campagnes nationales relayées par les médias nationaux. Toutes ces activités traduisent un engagement politique tout à fait remarquable de la part des plus hautes autorités de l'État. C'est donc avec plaisir et espoir que je voudrais réaffirmer l'engagement de l'ensemble des partenaires à être aux côtés du gouvernement dans ses efforts pour accélérer l'amélioration de la survie des enfants au Mali. Survie des enfants qui préoccupe tout le monde, d'où la présence des artistes, des chefs de quartier, des maires, bref, de toutes les couches sociales pour appuyer les agents de santé. Il faut respecter les consignes d'hygiène et se laver régulièrement les mains au savon. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche et l'ambassadeur d'Afrique du Sud au Mali étaient ce matin à l'abattoir frigorifique de Sabalibougou. Bokari Treta et Rantobeng William Mokou étaient allés s'enquérir des conditions de travail au sein de cette structure. Ils en ont profité pour évaluer l'ampleur de l'intervention sud-africaine pour la construction de nouvelles unités de transformation des sous-produits d'abattage. Reportage Nando Dambeli. Construit en 2003, l'abattoir frigorifique de Sabalibougou pour un abattage journalier de 130 bovins et 50 ovins en moyenne est aujourd'hui à 200 têtes de bovins pour plus de 100 petits ruminants. Mise en concession depuis sa date de construction, cette unité se trouve aujourd'hui confrontée à de sérieux problèmes d'assainissement et de gestion des sous-produits d'abattage. Nous avons été interpellés par la gestion de cet abattoir. Au plan de l'évaluation de la concession, au plan du respect des normes d'abattage et de salubrité à l'intérieur de l'abattoir, au plan également de notre rapport avec l'environnement. Et aujourd'hui, nous avons décidé nous-mêmes venir voir de nos yeux la réalité des choses. Sommairement traitées, les eaux usées sont déversées directement dans le canal et le lit du fleuve Niger. Les matières cérécolaires, à savoir les cornes, les sabots et les onglons, sont en quantité stockées dans la cour de l'abattoir et soumises au phénomène de lixiviation.
Sa mise aux normes de cet abattoir nécessite la résolution du problème de pollution de l'environnement, d'où le projet de réalisation d'une unité de transformation des sous-produits d'abattage et l'aménagement de l'abattoir de Sabalibougou et des aires environnantes. Ce que nous comptons faire, nous avons des institutions financières comme IDC qui s'appelle IDC, qui est Industrial Development Corporation, et aussi PIC qui est Public Investment Corporation ou bien All Mission, qui ont la capacité financière d'aider le Mali à avoir des abattoirs de qualité qui répondent aux normes internationales. Et on a aussi des entrepreneurs privés sud-africains qui seront intéressés à venir développer des abattoirs de taille et des normes internationales pour pouvoir permettre aux Maliens de bénéficier du potentiel en élevage qu'ils ont pour pouvoir faire l'exportation aussi de la viande à partir d'ici. Les visiteurs se sont ensuite rendus au Garbal de Niamana et de Faladje, histoire d'échanger avec les marchands de bétail sur les meilleures conditions de régulation du marché de bétail au plan national et international. En deuxième région, l'Agence française de développement vient d'octroyer un prêt de 820 millions de francs CFA à Mali Biocarburant. La signature de convention a eu lieu hier dimanche à Koulikoro en présence du ministre de l'Énergie et de l'Eau et du ministre français chargé de la coopération. Ce prêt vise à booster la filière Jacofra ou Pourguerre au sein de Mali Biocarburant. De Koulikoro, la correspondance de Seydou Traoré. La signature de cette convention de prêt de l'Agence française de développement AFD en faveur de la société Mali Biocarburant pour un montant de 820 millions de francs CFA est destinée au financement du plan d'investissement industriel de Mali Biocarburant. Il s'agit ici d'intensifier la production d'agrocarburants à base d'huile de jatropha au Pourguerre. Je remercie si bien le ministère de l'Énergie qui est un excellent coopérant avec nous à travers son agence, mais aussi on remercie donc l'Agence française de développement qui a aujourd'hui donc montré qu'il souhaite être à côté pour vraiment investir dans la production de biocarburants au Mali. Cet accompagnement de la France à travers l'AFD permet non seulement de booster la filière Pourguerre au Mali, mais aussi et surtout d'augmenter la production, transformation et commercialisation de l'huile de Pourguerre au sein de Mali Biocarburant. Le travail impressionnant qui a été effectué jusqu'à ce jour ne pouvait se faire sans le dynamisme des opérateurs privés de la filière, dont Mali Biocarburant bien entendu, auquel je voudrais rendre un hommage appuyé pour les efforts remarquables qu'il a accomplis, qui contribuent bien entendu à notre tentative d'atteindre les objectifs quantitatifs. Je m'en réjouis d'autant plus que le prêt qui est octroyé par l'Agence française de développement d'un montant d'1,250 million € illustre parfaitement la volonté de la France de contribuer à la mise en œuvre de politiques de croissance et de réduction de la pauvreté dans votre pays, Monsieur le ministre. Premier producteur du biodiesel à partir du jatropha dans la sous-région, Mali Biocarburant entend atteindre 12 000 hectares de pourguerre plantés au Mali avec le partenariat des coopératives de producteurs de pourguerre. Auparavant, la délégation ministérielle s'est rendue sur les 3 hectares de pourguerre de Dado Djara à Dumba Banani, une localité située à 25 km de Koulikoro. Activité politique du jour, les activités du PDS, Parti pour le développement économique et la solidarité, viennent d'être lancées à Kita. Le président du parti était sur place pour lancer les activités du parti avant les échéances électorales de 2012. Envoyés spéciaux à Kita, Adama Tangara et Seydou Sissoko. Le président Ahmed Djanissemega et sa délégation étaient donc venus à Kita s'enquérir de l'implantation du parti, tâter son pulse et partant lancer les activités. Une aubaine à saisir pour les militants du PDS de Kita. Le PDS, dès son implantation à Kita, malgré les difficultés de départ, se classe aujourd'hui parmi les 3 grands partis du cercle de Kita. À la date du 16, nous avons 61 conseillers qui ont adhéré volontairement au parti. Des adhésions continuent jusqu'à ce jour à Kita. Le PDS à Kita est sur le bon chemin. Nous osons espérer que cette marche
va bien continuer jusqu'aux échéances électorales de 2012. À quelques mois des échéances électorales, de nouveaux militants ont adhéré au PDS. Cette adhésion est d'autant plus importante qu'elle fait renaître le parti dans les 33 communes du cercle de Kita. Un patriote convaincu de divers bords politiques, nous avons décidé, nous les conseillers élus, avons décidé de nous donner la main pour choisir à cet effet la voie qui nous semble porteuse pour Kita et pour le Mali tout entier. Ce que je dois noter à Kita, c'est qu'il y a un regain de dynamisme, d'enthousiasme qui a été insufflé par une nouvelle équipe très dynamique, très engagée, tant au niveau de l'implantation du parti sur l'ensemble du territoire du cercle qu'au niveau de l'adhésion massive d'élus et de personnalités de divers horizons venus rejoindre les rangs du parti. Ainsi, avec ces nouvelles arrivées, le Parti pour le développement économique et la solidarité, PDS, se renforce davantage à Kita, où le parti n'était pas suffisamment représenté. Après une visite de courtoisie aux notabilités de Kita, un match de football a mis fin à la cérémonie. Les délégués du parti Yelema ont choisi Moussa Mara comme candidat du parti pour les élections présidentielles de 2012. C'était lors du congrès du parti tenu à Kaï ce week-end. ORTM Kaï, reportage Idrissa Goulou Sissoko. Au cours de ce congrès du parti Yelema à Kaï, les délégués venus de toutes les régions du Mali ont planché en atelier sur la relecture des statuts et règlements du parti, les stratégies électorales et alliances, les stratégies de communication et de mobilisation de fonds pour les élections de 2012. À l'issue des travaux, c'est un bureau de 63 membres dirigé par Moussa Mara qui a été mis en place. C'est vraiment un sentiment de satisfaction. Étant troisième vice-président du parti, notre ambition était d'organiser le congrès. Et nous avons vraiment, depuis 6 mois, on a mis en place une commission au niveau local qui a travaillé avec la commission nationale. Et nous avons reçu plus de 500 personnes qui sont venues de l'extérieur et nous avons invité plus de 500 à l'intérieur de la région. Et aujourd'hui, c'est une grande satisfaction pendant les 2 jours. Ce congrès a arrêté la présence de certains partis politiques amis qui ont exprimé leur volonté de collaborer avec le parti Yelema. Le clou aura été sans nul doute l'investiture du candidat Moussa Mara pour les élections présidentielles de 2012. Je ne peux qu'être humble devant la confiance qui est accordée à ma personne et m'engager avec tous et les centaines de milliers d'autres personnes, voire les millions d'autres compatriotes, à aller vers le sens de la construction de notre pays. Nous sommes pour le changement. Le changement, on ne l'obtient pas seulement en le clamant. On l'obtient par des actes tous les jours. Et nous allons nous employer à démontrer que c'est possible. Mandat a été donné à tous les militants de démarcher de nouveaux militants pour les inscrire sur les listes électorales, gage du succès du parti Yelema aux prochaines échéances électorales. Les partis politiques regroupés au sein du PUR, Parti uni pour la République, les associations et groupes d'action sollicitent la candidature d'Ousseini Amion Guindo, président de la Convergence pour le développement du Mali CODEM, à la présidentielle de 2012 au Mali. Le PUR et les autres groupes de soutien aux candidats du PUR s'étaient donné rendez-vous à Koutiala ce week-end. Le reportage de Daouda Diakité depuis Sikasso. C'est dans un stade omnisport de Koutiala avec du beau monde que s'est déroulée cette cérémonie d'appel à candidature de l'honorable Ousseini Amion Guindo, président de la Convergence pour le développement du Mali CODEM à l'élection présidentielle de 2012. 16 partis politiques regroupés au sein du PUR, Parti uni pour la République, les associations et groupes d'action sont à l'origine de cette initiative. L'événement qui se déroule aujourd'hui est un moment historique pour notre pays, pour les partis unis pour la République pure et pour les associations de soutien à la candidature à la présidence de la République de l'honorable Ousseini Amion Guindo. Fier et ému, le président de la Convergence pour le développement du Mali CODEM mesure le poids de la confiance placée en sa personne. C'est avec une très grande responsabilité que j'accepte cette charge, parce que c'est une charge. Ce n'est pas pour s'en réjouir forcément, mais c'est surtout une responsabilité. Et j'ai pris Dieu, mes parents, que cette charge
je puisse la porter. Aujourd'hui, le message que j'ai à donner à la jeunesse, c'est vraiment de se tenir debout. Nos pères et nos mères nous ont fait confiance. On a fait confiance à la jeunesse. Il faut que cette jeunesse, aujourd'hui, prenne toute la mesure de cette confiance, parce que tout simplement, notre avenir, c'est dans les 10 années à venir. De nombreuses manifestations artistiques et culturelles et l'accueil du marcheur Émile Dakwe qui a effectué les 145 km de Sikasso à Koutiala ont été les moments forts de cette cérémonie d'appel à candidature dans la capitale du Nord-Blanc. Le RPM, Rassemblement pour le Mali, a tenu au Bankoni, en commune 1 du district de Bamako, un meeting. L'objectif recherché par les jeunes visait à sensibiliser les membres des structures et les militants à aller s'inscrire sur les listes électorales en vue de préparer les présidentielles de 2012. Adama Tangara. Ce meeting organisé par les jeunes du RPM, le Rassemblement pour le Mali, en commune 1 du district de Bamako, entre dans le cadre d'une tournée devant les conduire partout dans le pays jusqu'en fin novembre. Il a pour objectif de revoir les structures des jeunes du RPM, les inviter à aller s'inscrire sur la liste électorale, de sensibiliser les militants pour affronter les échéances électorales de 2012. Donc, selon les jeunes militants du RPM, ils s'apprêtent à préparer le congrès pour l'investiture du président. L'objectif pour nous, c'est de préparer nos hommes, nos jeunes, les camarades, pour affronter les élections de 2012. Les requinquer, les motiver, les sensibiliser pour que les phases intermédiaires avant les élections, la révision de la liste électorale, les demander aux camarades de ne plus rester en marge, d'être au cœur de la chose, d'aller porte par porte, demander dans les familles nos militants qui ne se sont pas inscrits, ou ceux qui n'ont pas retiré leur carte, les aider à aller s'inscrire. Donc il faut avoir sa carte, il faut être prêt pour cela. Donc c'est pour sensibiliser nos militants à aller s'inscrire et aider les familles à s'inscrire. Ça rentre dans le cadre des préparatifs de notre investiture, dont la date sera communiquée ultérieurement. Donc c'est dans ce cadre que nous avions organisé ces meetings et surtout vraiment dans la redynamisation aussi de nos structures, parce qu'on est en train de préparer le congrès des jeunes. Donc nous avions initié cette tournée en vue vraiment de pouvoir en tout cas redynamiser toutes nos structures d'ici le congrès. À l'issue de ce meeting, les jeunes militants du RPM ont assuré les uns et les autres de leur volonté de mobilisation et de vigilance en vue de garantir la victoire de leur président au présidentiel de 2012. Et pour boucler cette page politique, les jeunes du réseau national de la jeunesse du Mali, RENAGEM, se mobilisent eux aussi pour inviter tous les jeunes qui auront l'âge de voter en 2012 à participer massivement aux opérations de révision des listes électorales à tous les niveaux afin d'inverser la tendance de la faible participation des jeunes aux élections à venir. Pèlerinage 2011, les pèlerins maliens de la filière gouvernementale sont tous présents à Médine. Les premiers à fouler ce haut lieu saint de l'islam ont prié le vendredi dernier, 14 octobre, dans la grande mosquée du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Sur place à Médine, le point avec nos envoyés spéciaux, Seydou Baba Traoré et Amadou Diawara. Pour leur premier vendredi à Médine, les tout premiers pèlerins maliens de la filière gouvernementale, à l'image d'autres fidèles de la Oumma islamique, ont pris d'assaut la grande mosquée de Médine, ou mosquée du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Ce n'est donc pas un hasard qu'ils aient accepté de braver la fatigue pour répondre présent à la première prière du vendredi, car personne ne voulait rater sous aucun prétexte ce grand rendez-vous. Nos compatriotes, dans leur écrasante majorité, découvrent pour la première fois cette grande mosquée, non sans émotion. C'est émouvant et ça renforce la foi. On n'est pas loin de la mosquée. Vraiment, pour le moment, on n'a aucun problème. Dieu merci. Il n'est pas donné à tout le monde de venir prier ici. Je remercie beaucoup Dieu. On n'a plus le temps de se leurrer. Il faut que les gens viennent à l'islam. Le personnel d'encadrement constitué de jeunes Maliens, étudiants ou résidents en Arabie Saoudite, accomplit un travail fort remarquable. Ils sont au four et au moulin pour guider et canaliser l'ensemble des pèlerins maliens, qu'ils soient de la filière gouvernementale ou de la filière privée. Des guides avec des drapeaux, ils les ont conduits à la mosquée, ils attendent sur la façade pour les mettre sur le chemin et ils savent que c'est un grand jour, c'est un jour saint et qu'il y a beaucoup d'affluence.
Pour mieux profiter de leur séjour à Médine, beaucoup de nos compatriotes ont élu domicile dans cette sainte mosquée en y faisant les 5 prières du jour. L'objectif pour eux, c'est d'atteindre les 40 prières. Bon Hajj à tous nos pèlerins. Ici au Mali, en 5e région, l'ONU Femmes et son partenaire, l'ambassade de Belgique au Mali, étaient la semaine dernière à Manako, dans la commune rurale de Kounari, c'est dans le cercle de Mopti. C'était pour voir l'état d'exécution du programme Genre et Développement, un programme exécuté par ONU Femmes en partenariat avec le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et des ONG locales. Reportage de Mustapha Doumbia. Cette mission s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du programme Genre et Décentralisation qui est mise en œuvre dans 8 communes de la région de Mopti, dont la commune rurale de Kounari. L'accompagnement de ONU Femmes consiste à aider les communes à assurer la maîtrise des enjeux genre, des domaines de compétences transférées, à appuyer les organisations féminines pour porter la voix des femmes dans la gestion locale, à utiliser les opportunités économiques des femmes pour aborder les questions des droits et des violences. Le programme Genre et Décentralisation de l'ONU Femmes est financé par la coopération au développement belge en collaboration avec le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. ONU Femmes a eu à faire un appui dans le cadre du renforcement des capacités de la direction régionale. À côté de cela également, nous avons reçu un appui par rapport à notre plan d'action de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous avons été vraiment impressionnés par les résultats présentés par les ONG de mise en œuvre. En fait, la Belgique finance un programme genre et décentralisation mis en œuvre par l'ONU Femmes. Et les ONG ont aujourd'hui présenté les premiers résultats après 18 mois du début de la mise en œuvre. Et ceux-ci sont assez intéressants. ONU Femmes, qui place aussi cette journée dans le cadre de la Journée internationale de la femme rurale, a procédé à la remise des équipements aux 8 communes bénéficiaires du programme. Parmi ces équipements, on peut citer des décortiqueuses, des séchoirs, des fumoirs et des trancheuses, toutes choses destinées à alléger les tâches domestiques des femmes rurales et d'accroître leurs moyens de production. Et nous restons avec les femmes rurales. Le programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Sélégué s'investit dans l'intégration de la femme rurale dans le développement local, notamment à Yangasso, c'est dans le cercle de Blas. Le programme vient de doter 10 groupements féminins en foyers améliorés et moustiquaires imprégnés d'une valeur d'environ 3 millions de francs CFA. Reportage Moussokura Konati. La direction du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Sélégué PDIBS s'engage à accompagner les femmes dans la protection de l'environnement et la lutte contre le paludisme. Toute chose qui permettra au programme de réaliser ses actions, à savoir l'accroissement de la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Le thème de cette année, genre, paix et sécurité, socle pour la transformation des produits locaux, s'inscrit en droite ligne des missions assignées au PDIBS. C'est pourquoi, à l'occasion de cette cérémonie, le programme a décidé d'offrir à 10 groupements de femmes 200 foyers améliorés et 200 moustiquaires imprégnés. Le genre occupe une place de choix dans la mise en œuvre du PDIBS. Il y a un certain nombre d'activités prévues dans la mise en œuvre du PDIBS en faveur des femmes. Il y a l'équipement des femmes en matériel agricole, il y a l'accès de ces femmes-là au crédit, il y a le renforcement des capacités de ces femmes en la mettant en organisation paysanne très forte. Ça, c'est un aspect vraiment important et vraiment à prendre en compte. Et l'autre aspect, c'est la participation des femmes aux instances de décision. Tous les comités qui seront mis en place dans le cadre du PDIBS, les femmes feront partie de ces comités de gestion. Les bénéficiaires ont salué cette initiative du PDIBS qui témoigne toute la volonté du programme à intégrer les femmes dans le développement local. Tout le monde maintenant connaît la déforestation d'aujourd'hui. Donc maintenant, ces foyers-là vont nous aider beaucoup, les moustiquaires aussi, pour la lutte contre le palu, qui est aujourd'hui une maladie majeure au niveau de notre population. Le programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Sélégué est un programme initié par le gouvernement du Mali avec l'appui de 11 bailleurs, dont la Banque africaine de développement en tête de liste.
Il a pour objectif principal l'augmentation de la production rizicole ainsi que les productions agro-silvopastorales et piscicoles. Il couvre les zones de Koulikoro, Ségou et Mopti. Direction à présent Sikasso, où les douanes de la 3e région sont toujours à la trousse des fraudeurs et autres bandits de grand chemin. Après une opération qui a duré 3 mois, le bureau de Zégua, à la frontière Mali-Côte d'Ivoire, vient de faire une importante saisie. Sékou Konaté nous donne les détails de la traque et de la saisie. Ces différentes saisies portent sur 7 tonnes 800 de produits pharmaceutiques contrefaits, estimés à 60 millions de francs CFA. Des armes de guerre composées de pistolets mitrailleurs, de fusils à Hakim, de cartouches pour PM et de chargeurs. Des drogues dures d'une valeur marchande de plus de 67 millions de francs CFA et 10 véhicules volés, parmi lesquels des véhicules des départements ministériels de Côte d'Ivoire. Les hommes du chef de brigade de Zégua, Abdoulaye Sissé, étaient là entre juillet et septembre. Au cours des 3 mois qui ont suivi la fin de la crise post-électorale ivoirienne, les éléments du bureau des douanes des Zégua ont effectué d'importantes saisies d'armes, de drogues, de médicaments et de véhicules volés en Côte d'Ivoire. Des saisies de grande importance pour les services des douanes qui mesurent toute la portée négative de ces produits sur les populations. La direction générale des douanes vient de mettre en place une brigade spéciale de lutte contre la fraude, bien équipée, bien dotée, et je pense qu'il va circonscrire le phénomène avec évidemment l'appui des autres structures existantes déjà. Face à tout cela, la vigilance et la collaboration doivent désormais connaître un nouvel élan au moment où le trafic reprend sur l'axe Sikasso-Abidjan. L'administration des douanes n'est pas chargée seulement de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. La mission fiscale est certes importante, mais nous avons une mission de sécurisation des populations, de protection de la santé des populations, de protection de l'environnement. Et à ce titre-là, nous lançons un appel à toutes les populations pour qu'elles nous aident vraiment dans la lutte contre ces fléaux. Si les drogues et les médicaments saisis seront destinés à la destruction, les armes et les véhicules connaîtront bientôt leur procédure. Bravo donc à la douane de Zégua. Parlons à présent culture. Bamako va abriter du 24 au 29 octobre prochain un colloque international de musique intitulé « Revisiter l'histoire des musiques modernes d'Afrique, retour aux sources ». L'annonce a été faite ce matin au cours d'une conférence de presse qui avait pour cadre l'Institut français du Mali. L'un des objectifs spécifiques de ce colloque est la réflexion approfondie sur l'histoire des musiques avec des spécialistes du secteur. Pour plus de précisions, écoutons Lucien Roux, directeur de l'Institut français du Mali. Il est au micro de Modibo Soiré. Alors, l'objectif principal, ça a été de réunir ici à Bamako des gens qui sont les ou des spécialistes qui depuis des années font un travail approfondi sur un pays ou sur un autre ou sur un type de musique, de les avoir ensemble, de mener une réflexion ensemble sur l'histoire de cette musique et puis également d'ouvrir le débat avec le public et en particulier le public de spécialistes ou de gens qui aiment la musique en tous les cas. Les moments forts, c'est bien sûr les conférences, les débats avec le public, la table ronde avec les musiciens maliens, je pense que ça sera un grand moment, surtout qu'elle sera animée par 2 animateurs assez célèbres, puisque c'est Soro Solo et Vladimir qui sont donc les animateurs de l'Africain chanté à France Inter, et puis bien sûr les concerts. En particulier le concert d'ouverture où on va voir sur la scène du CCF le Super Biton de Ségou qui est quand même un grand retour sur la scène de cet orchestre mythique qui illustre bien le propos de ce colloque. Et puis également la clôture avec Vieux Farka, là aussi ça sera un grand moment. Et puis je pense que pour la première fois au Mali, vous allez recevoir la crème des musiciens éthiopiens, les Asmari, ces ménestrels urbains qui animent tous les soirs les cabarets d'Addis Abeba. Ils seront là pour un concert unique et exceptionnel. Ça sera le mercredi soir à ne pas rater surtout. Voilà ce rendez-vous musical attendu du 24 au 29 octobre ici à Bamako. Sport basketball, la 2e demi-finale en retard de la Coupe du Mali entre les dames de l'AS Police et celle du Djoliba s'est jouée hier dimanche dans le pavillon du stade Modibo Keïta. Et c'est le Djoliba qui se qualifie en finale en battant l'AS Police 63-39 à Sassoumaré pour le résumé du match. Un début de match difficile pour les 2 équipes car après 3 minutes de jeu, c'est la Djolibi Saratafal qui se signale en marquant le premier panier de la partie. Dès lors, le Djoliba habillé en vert tente de prendre le large et remporte le carton initial 13-4.
Au second quart, les policières reviennent un peu dans le match et essayent de reprendre l'avantage, mais sans succès. Les Verts du Djoliba iront à la pause avec un écart de 16 points, 29-13. De retour sur le plancher, très motivées par leurs supporters, les dames du Djoliba reviennent très déterminées. Elles imposent leur loi aux policières en les bloquant dans toutes leurs initiatives. Malgré la combativité de Laoudi Maïga, 16 points, Kama Dambélé et ses partenaires mènent la danse au troisième quart-temps, 52-31. Une confirmation pour les filles du coach Mohamed Salia Maïga qui optent pour l'offensive. Sous la houlette de Dey Beng, meilleure marqueuse de la soirée avec 19 points, les Djolibis vont surclasser leurs adversaires et vont se qualifier pour la finale de la Coupe du Mali en battant l'AS Police 63-39, soit une différence de 24 points. Rien n'a marché. Le combat défensif a été gagné par le Djoliba. Depuis, c'est une équipe qui était bien dans les matchs, qui s'était bien préparée. Elles ont mérité leur victoire. Nous, on a flanché parce qu'il y a eu une rupture. Les filles n'avaient pas repris. L'objectif du Djoliba est la Coupe du Mali. J'essaie de mobiliser les dirigeants. C'est-à-dire qu'on a perdu le championnat, il fallait se mobiliser autour de la Coupe du Mali. Il fallait les faire comprendre l'enjeu. Et c'est du jeu, d'accord, mais il y a le respect dans le jeu. Et il faut le faire correctement. Au-delà de tout ça, nous représentons le Djoliba. Le Djoliba aujourd'hui, c'est parmi les grands clubs de Mali. Et quand tu parles de basketball féminin, tu peux ne pas oublier le Djoliba quand même. Lors de la première demi-finale, l'USFAS avait éliminé le centre Bintou Dambélé et chez les garçons, le stade malien s'est incliné devant l'AS Police et le Djoliba a battu la Jeanne d'Arc. Les finales de la Coupe du Mali se joueront le samedi 22 octobre 2011 avec USFAS Djoliba en dames et à monsieur le Djoliba sera face à l'AS Police. C'est l'heure de votre page santé. Une solution de plus à certains types d'insuffisance cardiaque vient d'être testée. L'hôpital de Kati a procédé le week-end dernier à la pose de 2 stimulateurs à des insuffisants cardiaques. Une première dans ce centre hospitalier universitaire qui compte ajouter ce type d'opération à la liste de ses activités. Focus Santé, c'est une réalisation de Tessira Emmanuel Dambélé. Centre hospitalier universitaire de Kati, des chirurgiens cardiaques conduisent un sexagénaire au bloc opératoire en vue de lui poser un pacemaker. Entendez là un stimulateur cardiaque. La méthode est pratiquée ici pour la première fois. Elle consiste à faire une incision sur la poitrine du patient et d'introduire dans le cœur une ou plusieurs sondes selon les besoins. Dans ce cas, il s'agit d'une sonde dans l'oreillette droite et d'une autre sonde dans le ventricule droit. La technique, qui est loin d'une opération à cœur ouvert, est une solution à certains types d'insuffisance cardiaque. Ça couvre ce qu'on appelle l'exstabilité du cœur. C'est-à-dire le cœur a un système nerveux qui lui permet de se contracter de façon correcte. Souvent, ce système peut être défaillant, donc il faut le supplier. Dans le cœur, il y a les oreillettes et puis les ventricules. Et en principe, après chaque contraction des oreillettes, les ventricules doivent se contracter. Donc souvent, il peut y avoir que ce système est bloqué, soit temporairement, soit définitivement. Les oreillettes vont se contracter, mais les ventricules ne vont pas répondre, ce qui va engendrer beaucoup de signes chez les malades. Et ce sont des malades qui peuvent faire des syncopes, surtout ce qui est plus connu, et la mort subite. Après cette opération, les 2 patients opérés devront se faire contrôler dans 1 mois, puis dans 6 mois et ensuite 1 fois par an s'il n'y a pas d'autres problèmes. Durée moyenne de la pile implantée, 10 ans. L'insuffisance cardiaque est une incapacité du cœur à pomper correctement le sang pour répondre aux besoins de l'organisme. Un problème de santé grave de causes diverses qui se traduit par, entre autres, une fatigue et un essoufflement disproportionné par rapport à l'effort produit. Au Mali, le plus souvent, c'est
l'hypertension artérielle qui entraîne une insuffisance cardiaque. Il y a, chez les enfants, c'est surtout les atteintes valvulaires, c'est-à-dire le cœur qui a des clapets. Donc, il laisse passer le sang dans un sens quand il le faut. Souvent, c'est à cause du rhumatisme articulaire aigu qu'on trouve à partir des angines. Ces clapets peuvent être bloqués. Si ces clapets sont bloqués, ça peut entraîner une insuffisance valvulaire ou bien un rétrécissement carrément valvulaire qui peut évoluer à la longue vers l'insuffisance cardiaque. Ces 2 premières opérations ont été faites ici à titre humanitaire. Le cardiologue de cet hôpital était en formation en France. Il est donc une ressource précieuse pour son hôpital. Son stage va bientôt prendre fin et qu'il va nous revenir dans les mois à venir. Et nous comptons, à travers les relations qu'il a eu à tisser avec les Français de Nancy, de pouvoir nous mettre en contact avec ces derniers pour que l'approvisionnement de ces piles ne fasse pas défaut. Nous comptons, dans les mois à venir, bien sûr, insérer cette activité dans nos activités quotidiennes. L'hôpital de Kati dispose d'un service de cardiologie qui attend son inauguration. La présence de son cardiologue en formation dans un domaine aussi pointu pourrait constituer le point de départ d'une coopération avec le centre de formation de Nancy en vue de pouvoir faire face à certains types d'insuffisance cardiaque dont la prise en charge posait encore problème ici. La page santé met fin à ce journal, mais avant de nous quitter, du nouveau dans vos kiosques avec la parution d'un nouveau numéro du magazine Grain Grain. Le magazine Grain Grain est mensuel au service des jeunes. Voilà, c'est tout pour ce soir. Retrouvez tout à l'heure une édition spéciale et présentée par Aïssata Ibrahim Maïga sous le Forum Solidarité pour le bassin du Niger qui s'est ouvert aujourd'hui. Demain, dans les éditions de la mi-journée, retrouvez Nyanya Alou Traoré. Je serai avec vous à 18h et à 20h. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme à tous sur l'ORTM.